Alors à notre gauche, le docteur Catherine Vuala, rhumatologue, spécialiste et formatrice en médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne et praticienne en déprogrammation des stress émotionnels. Et à notre droite, Gilles Goncalves, spécialiste et formateur en médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne, ostéopathe et praticien en déprogrammation des stress émotionnels. Vous exercez tous deux sur Genève. Il y a de plus en plus de gens malades et malades de plus en plus longtemps. Que pensez-vous de cette évolution ? Alors, qu'est-ce qu'il veut répondre? Moi, je dirais que de toute façon, on évolue. Donc la maladie, elle évolue en même temps que nous. La maladie, c'est un mal physique, c'est aussi un mal de société, c'est un mal psychologique. Donc c'est tout un ensemble, en fin de compte, qui fait que l'être humain est plus ou moins bien à longueur de journée, ou plus ou moins en santé tout au long de sa vie. Donc il y a des périodes, hein. Ça dépend aussi de l'âge, de quelle classe sociale. Souvent, dans les maladies, il y a des lésions. Et on est obligé de s'intéresser aussi beaucoup à ces lésions-là, mais ça ne représente qu'un aspect de la maladie, puisqu'il y a énormément d'autres choses derrière. Il peut y avoir un contexte de fatigue de certains organes, de déficience de certaines fonctions, hein, qui correspond en fait au niveau énergétique, au niveau fonctionnel, où là c'est plus certaines médecines fonctionnelles qui peuvent répondre, comme l'ostéopathie, la médecine chinoise. Et puis après, il y a des niveaux émotionnels de la maladie, où là, il faut aller regarder un peu pourquoi cette maladie apparaît dans l'histoire de vie de la personne. Et puis, bon, déjà, quand on travaille sur tous ces plans-là de la maladie, on a des résultats beaucoup plus complets que quand on prend en compte uniquement l'aspect lésionnel. Hein, souvent, actuellement, donc pour répondre à votre question, vu qu'on ne prend en compte que la lésion, eh bien, on a des résultats qui sont extrêmement partiels sur la maladie, avec des douleurs qui persistent. La prise en charge doit nécessairement être plus globale si on veut avoir de meilleurs résultats. Dans la part mécanique, par exemple, il y a des choses qui incombent à la médecine moderne. On peut dire aussi que l'acte chirurgical, hein, d'une lésion qui n'est pas réparable facilement peut être une option en fin de compte. Hein. Donc ça, c'est un acte mécanique strict. Mais il y a plein d'autres actes mécaniques, de l'ordre déjà de la structure, qui peuvent être réglés par l'ostéopathie, relancer un organe, relancer de la vascularité quelque part. Donc ça, c'est de l'ordre de l'ostéopathie, par exemple, pour citer que cette médecine-là. Et ensuite, évidemment, les maladies, elles perdurent et elles traînent dans le temps, parce qu'elles sont toutes multifactorielles, hein, à part le petit rhume qu'on attrape en sortant de la voiture. En général, quand une maladie s'installe, quelle qu'elle soit, et qu'elle commence à dégénérer, qu'elle est grave, il y a plein de plans à traiter en même temps. Hein. Autrement, ce serait extrêmement facile et ça serait résolu très rapidement juste par des médicaments chimiques. Voilà. En fin de compte, la chronicité nous indique que derrière, il y a le plan mécanique, comme on vient de le citer, le plan émotionnel, qui est un énorme plan à creuser, qui fait le lit, comment dire, de perturbations en amont de la biologie et qui influence énormément les organes, le fonctionnement nerveux. Et comme on laisse en fait, souvent on ne va pas jusqu'à ces niveaux de profondeur de traitement, on laisse en place au fur et à mesure de la vie de la personne plein de petites choses qui auraient pu être traitées au fur et à mesure et qui ne le sont pas. Donc finalement on arrive après à des problèmes plus importants, plus conséquents et qui nécessitent de reprendre en compte tous les petits déséquilibres qui se sont accumulés au fur et à mesure du temps. Il y a un autre aspect aussi qui est extrêmement important, c'est dans quel bain de vitalité ou d'énergie baigne la personne. Donc il y a effectivement le monde des lésions, le monde des troubles émotionnels, des impacts sur les organes, mais aussi quelle est la capacité de régénération énergétique de l'organe lui-même. Et ça, l'acupuncture y répond très bien. Hein. L'acupuncture, la pharmacopée, parce que la phytothérapie de l'acupuncture, enfin de la médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne, n'est pas qu'une pharmacopée juste de plantes, comme on pourrait l'entendre en termes de molécules, hein, qui vient soigner quelque chose, mais plutôt cette pharmacopée a un impact énergétique sur le dérèglement, sur des systèmes et plein d'autres parties très précises. On peut aller nettoyer, enfin libérer l'empreinte corporelle d'un stress émotionnel, parce que en fait le corps c'est une plaque mémoire, une plaque photo, donc tous les stress s'engramment à des niveaux physiques,
Et souvent, même si on les a réglés dans la tête, il reste encore cette empreinte dans le corps. Et il y a des techniques spécifiques pour aller permettre à l'émotion de se désenquister et de pouvoir s'évacuer. Donc ça se fait couramment en cours de consultation pour avoir un accès sur les émotions qui vont par la suite être responsables des douleurs ou des problèmes ou des maladies, etc. Parce que finalement, on est tous des piles d'informations. On a vécu plein de choses au cours de notre vie qu'on a traversées comme on a pu, tant bien que mal. Oui, qui sont engrammées. Vraiment. Qui sont engrammées à l'intérieur de nous. Et on nous dit tous un peu comme des piles d'assiettes. Souvent, j'explique comme ça aux patients, mal empilées. Si on arrive à empiler un petit peu mieux tout ça, et ben la résultante est différente. Et la résultante, donc, c'est tous les symptômes qu'on manifeste dans notre vie. Souvent, les personnes subissent des interférences sur certains vieux mécanismes qui sont encore en route dans leur vie, d'accord, et qui perturbent leur façon d'exister au quotidien, leur façon psychologique, mais aussi leur façon organique d'exister, évidemment. Tout ça est complètement lié. On ne peut pas mettre les organes à part et puis nos émotions dans un autre corps à côté. Tout est ensemble, emboîté, organisé. Voilà. Il y a apparemment plusieurs branches de la médecine chinoise. Est-ce que vous pourriez nous les citer? Alors on a déjà, la plus connue, c'est l'acupuncture. Ensuite on a la pharmacopée, dont on a déjà parlé, donc, y compris la phytothérapie chinoise et vietnamienne. Et puis il y a les tuina, qu'on appelle le massage tuina Anmo, qui est un ensemble de techniques de thérapie manuelle, de massage, d'acupression, etc. Il y a la diététique, même si aujourd'hui beaucoup de personnes savent à peu près ce qu'il faut qu'elles mangent, comment, etc. Il y a beaucoup de recettes et diverses diètes qui existent. La médecine chinoise a spécifiquement une diététique organisée selon le diagnostic énergétique, donc c'est quelque chose d'assez précis, c'est pas seulement de l'art culinaire. Et puis il y a le Qigong. Alors il y a 3 niveaux de Qigong différents, mais ça c'est plus Gilles qui peut nous en parler. Effectivement, il y a un premier niveau qui est le Qigong assez basique, qu'on retrouve dans les clubs, qui ne nécessite pas une grande formation. Après, le Qigong déjà thérapeutique, où le praticien de Qigong ou l'enseignant a des notions de médecine chinoise et se débrouille avec certaines techniques. Et puis, à part, il y a quand même le Qigong médical, une pratique en fin de compte, qui nécessite carrément une formation beaucoup plus complexe, complète, en médecine énergétique avec des interventions très spécifiques. Et pour être un praticien complet de médecine traditionnelle chinoise, il faut pratiquer ces 5 branches, à savoir l'acupuncture, la pharmacopée, la diététique, le massage, tuina et le Qigong au moins thérapeutique. Et alors, quel est selon vous l'intérêt d'une alliance entre la médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne et la médecine allopathique? Alors, la médecine allopathique ou médecine moderne va plus avoir une action en médecine d'urgence, c'est-à-dire couper les symptômes. Par contre, on se rend compte que dans tout ce qui est maladie chronique, il y a relativement peu d'effets. Alors pourquoi je dis peu d'effets? Parce que les gens ne peuvent pas arrêter leur traitement. Par exemple, quand vous avez une hypertension artérielle, vous êtes sous antihypertenseur pour toute votre vie. Donc ça veut bien dire que la maladie n'est pas guérie, que l'hypertension artérielle persiste. L'intérêt de la médecine chinoise dans ce contexte, c'est qu'on va pouvoir aller réhabiliter le terrain. Donc on fait un autre type de diagnostic qui va permettre un retour à la santé. On va évaluer quelles sont les fonctions qui sont déficientes dans l'organisme qu'on va pouvoir régénérer. Et c'est en régénérant le terrain que les symptômes vont petit à petit disparaître. Et au bout d'un certain temps, le patient pourra se passer de ces traitements. Et en même temps, j'imagine que la médecine allopathique, elle a quand même des vertus aussi dans une chronicité. Et qu'elle vient aussi elle-même à ce moment-là en soutien de la médecine alternative. La médecine allopathique, oui, tout à fait. C'est-à-dire que finalement, les médicaments sont là pour aider le patient à vivre avec ses symptômes, le temps que la médecine chinoise ait pu faire le travail
pour que ces symptômes-là disparaissent. Effectivement, quand il y a des douleurs importantes ou une hypertension, par exemple, on est bien obligé de la traiter. On ne peut pas laisser le patient comme ça avec ses symptômes. Donc, le patient va garder les médicaments le temps qu'on fasse le travail de fond. Et puis, une fois qu'il y a moins de douleur, à ce moment-là, on peut arrêter les médicaments. Par exemple, cet après-midi, j'avais une patiente qui avait une sciatique chronique avec des lésions nerveuses. Donc, elle est sous Neurontin. Et puis, petit à petit, on diminue le médicament au fur et à mesure où la patiente a moins de douleur. Et puis, voilà, on peut agir en même temps parce que les médicaments, comme ces médicaments-là qui agissent sur les douleurs nerveuses, ça crée des dépendances. Donc la médecine chinoise permet en fait de sortir aussi de la dépendance vis-à-vis de ce médicament-là. Donc il y a deux aspects. Il y a le fait d'améliorer le terrain et puis le fait d'aider le patient à se débarrasser de son médicament. Alors, je comprends que la médecine allopathique n'apporte pas de solution sur tous les aspects. Non, absolument pas, hein, parce que la médecine allopathique arrive à couvrir l'aspect d'urgence, comme l'a dit Catherine. Sans ça, il y aurait beaucoup de problèmes et de dégâts, et les gens seraient, entre guillemets, très maltraités, parce qu'en urgence, on ne peut vraiment pas travailler avec des thérapies naturelles. Hein. C'est pas assez rapide, il n'y a pas l'efficacité immédiate d'une médecine allopathique. Hein. Mais effectivement, il va rester de toute façon la carence derrière d'un organisme qui a dégénéré et dont il faut programmer un retour à la santé. Et ça, les médecines naturelles ou l'acupuncture s'en chargent très très bien, hein. Et plus ou moins de temps, mais ça c'est une démarche du patient. Les patients ne sont pas habitués vraiment à faire des démarches. Hein. C'est un peu ce qui gêne leur retour à la santé. On entend un petit peu de part et d'autre, certains sont pro-médecine chinoise, d'autres vont être plutôt pro-allopathique. Quelle est un petit peu votre position sur cette guéguerre? Chaque médecine a sa place en fait. Hein. La médecine conventionnelle, comme on en a parlé, allopathique, plus pour traiter immédiatement les symptômes, hein, quand le patient a besoin, les douleurs, toutes les manifestations d'une maladie. Et puis les autres médecines, hein, dites médecine fonctionnelle, plutôt pour réhabiliter le terrain, améliorer l'état de santé de fond, de manière à ce que petit à petit les symptômes puissent disparaître. Et c'est vrai que souvent on entend des praticiens de médecine traditionnelle ou même certains patients, hein, être foncièrement contre la médecine allopathique. Ouais. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'on peut à l'heure actuelle pas se passer d'un diagnostic, hein, et ça, il y a seulement un médecin qui peut faire un diagnostic de maladie. La prise en charge aussi immédiate des maladies, c'est le médecin qui va la faire. Donc, ce qui permet aussi de décharger les praticiens de médecine complémentaire de tout cet aspect des choses. Donc, chaque médecine a vraiment sa place. Ce qu'il faut arriver, c'est avoir une bonne collaboration entre tout ça, parce que c'est pour le bénéfice du patient finalement. Hein. C'est vraiment ça après qui permet de sortir les gens. Ouais. Moi, il me semble qu'en fait, il y a une lutte trop rapide entre ces deux médecines qui normalement doivent collaborer. D'ailleurs, au Vietnam, on dit que la médecine traditionnelle vietnamienne, donc ancestrale, hein, et la médecine moderne constituent les deux ailes de la médecine. Donc, pour que les os volent, vous avez compris l'image. Hein. Et effectivement, on a soit des praticiens ou des médecins en allopathie qui se cachent derrière une médecine très scientifique, très carrée, où rien ne peut s'ouvrir en fin de compte dedans, et on ne peut pas ouvrir la dimension humaine et traiter différents plans. Bon, ok. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des limites en médecine allopathique. Et de l'autre côté, des praticiens en médecine naturelle qui scandent haut et fort que eux seuls peuvent tout résoudre comme des grands, et qu'on n'a pas besoin de médecine allopathique, les médecins sont comme ceci, comme cela. Je ne suis pas d'accord. Déjà en première intention, je pense que n'importe quel praticien en médecine chinoise ou naturopathie ou autre, hein, est bien content qu'il y ait eu un diagnostic préétabli avant, et que le patient ne vienne pas en première intention. Il y a peut-être des gens très forts en acupuncture pour traiter les urgences. Je pense que les praticiens ne sont pas formés à ça, et qu'aujourd'hui il y a des moyens beaucoup plus efficaces qui relèvent de la médecine moderne, hein, pour traiter l'urgence et avoir un diagnostic physiologique rapide, avec une méthodologie de traitement
rapide. Donc il y a de l'hypocrisie des deux côtés, hein, du côté des médecins aussi. Parce que je suis médecin, donc je suis bien placée pour le dire. Hein. Je vois souvent la fermeture de mes collègues face aux médecines traditionnelles, aux médecines fonctionnelles, comme je préfère les appeler. Et c'est vraiment très dommageable pour les patients. Le médecin a aussi besoin de s'ouvrir à une autre vision de la santé, où il n'y a pas que la maladie justement, mais il y a aussi un certain nombre de paramètres à prendre en compte, à réhabiliter, pour que le patient puisse à nouveau... Effectivement, de toute façon, pour guérir, on peut le voir sous deux aspects qui sont assez complémentaires du reste. Soit on s'attaque directement à une pathologie, donc c'est très classiquement ce que la médecine moderne fait. Il y a un problème, une lésion, je m'y attaque. Donc c'est un petit peu une médecine de guerre, entre guillemets, une médecine d'urgence, une médecine de terrain rapide. Et puis de l'autre côté, c'est avec la médecine naturelle, comment je peux réhabiliter ce qui a été attaqué. Et ça, c'est plus particulièrement les médecines naturelles qui s'en occupent. Exactement. Après vous avoir entendu, je pense qu'on est nombreux à espérer qu'il y ait davantage de collaboration entre ces deux médecines. Oui, nous le souhaitons parce que c'est le futur. Il y a beaucoup de choses qui se développent en termes de médecine allopathique, il y a beaucoup de recherches. Les recherches ne sont pas forcément intégrées dans la médecine allopathique. Ça, les patients ne le savent pas. Il y a des tonnes de choses extrêmement utiles dans le cadre d'une pratique médicale de base qui ne sont pas du tout intégrées. Et il y a plein de technologies en médecine qui actuellement ne sont pas utilisées. D'un autre côté, il y a toutes les possibilités de réhabiliter un organisme par plein d'autres biais, avec toutes les composantes émotionnelles, énergétiques, etc. Qui sont connues, et malheureusement, la plupart de la recherche officielle est faite uniquement dans une direction, qui est la direction de la chimie médicamenteuse. Alors, il y a beaucoup de techniques énergétiques ou alternatives. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu si elles sont toutes valables ou est-ce que... Effectivement, il faut faire un tri. Déjà, il faut distinguer tout ce qui est technique de confort, que ce soit énergétique, en massage, avec des techniques médicales, de toute façon. Oui, il y a des niveaux de compétences qui sont très différents entre les praticiens. Donc ça, il faut arriver à faire un peu la différence dans tout ça et savoir à qui on s'adresse. Les niveaux de compétences, c'est pas que au niveau des études, c'est aussi en termes d'objectifs. Qu'est-ce que le praticien cherche à faire? Est-ce qu'il cherche à faire du bien, juste, et là, c'est un niveau assez basique pour le bien-être. Ou est-ce qu'il cherche vraiment à traiter quelque chose? Est-ce qu'il a un objectif de vraiment traiter, de cibler quelque chose? Donc ça lui demande un objectif personnel très particulier, un niveau de compétence aussi adapté, évidemment.